Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler avec vous de comment on a structuré l'intégration de l'IA dans le design process de Malte. Alors Malte, en quelques mots, Malte c'est le leader en Europe du recrutement et management de freelance. 900 000 freelances, 90 000 clients qui nous choisissent pour un recrutement accéléré, une contractualisation en quelques clics et un paiement rapide, 10 jours en moyenne pour les freelances. Moi, qu'est-ce que je fais chez Malte? Je suis design manager d'une tribe, mais aussi lead AI et design ops. Et c'est avec cette seconde casquette que je vous vois aujourd'hui. Je fais aussi partie de la communauté AI Discipline et je suis membre, même plus que membre, puisque je suis une des éclaireuses. Et enfin, avant ça, j'ai été lead user researcher pendant 7 ans. Alors vous allez voir, c'est un détail qui a de l'importance pour la suite. Ça, c'est la stack IA de l'équipe design de Malte il y a 6 mois. Beaucoup de logos. Et quand je regarde cette slide, je ressens 2 émotions. Première émotion, de l'excitation, de la fierté même. Je me dis, waouh, trop cool, on a une équipe d'explorateurs dans l'équipe design de Malte. On n'a pas froid aux yeux, on est prêt à tester plein d'outils et on est aussi soutenu par nos leaders pour le faire. L'autre émotion que je ressens, c'est un peu une sensation de surstimulation, voire un peu de dispersion. Et tous les jours sur LinkedIn, c'était la même chose que je ressentais. En fait, cette sensation d'excitation, waouh, encore un nouvel outil, et un peu cette sensation de même AI fatigue, encore un nouvel outil à tester. Alors je vois des têtes qui font oui comme ça dans l'audience, je pense que vous ressentez peut-être la même chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire pause. J'ai fait un pas de côté. Et là, je me suis dit, en fait, c'est quoi le problème qu'on cherche à résoudre? Et là, je réalise qu'on tombe dans le piège classique de se précipiter vers des solutions sans vraiment être au clair avec le problème à résoudre. Je vois des personnes qui sourient, qui rigolent un petit peu dans l'audience. J'imagine que vous reconnaissez. Donc c'est assez ironique, en effet, pour des designers et plus globalement des product people de se retrouver dans cette situation. Donc il y a besoin de vraiment organiser cette exploration et de rajouter ce diamant problème en amont du diamant solution. Donc en fait, en d'autres termes, faire une discovery. L'idée, c'était vraiment d'inverser le paradigme et de basculer d'une situation tool first à une situation value first pour notre équipe design, pour nos designers. Là, du coup, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, à savoir une user research. Donc j'ai mené des guérillas user interview avec mes collègues, je les ai shadow, observés pendant le processus de design. J'ai aussi rouvert toutes les rétros qu'on a faites au cours des derniers semestres. J'ai tout regardé, j'ai lu tous les tickets et j'ai positionné ça sur ce user journey qui est en fait le workflow de l'équipe design de Malte. Et sur ce workflow, j'y ai positionné surtout les points de friction, les pain points. Alors là, c'est pas lisible parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer les 4 problèmes principaux qu'on a priorisés. Le premier, the knowledge gap. Ensuite, prototype lag, tech literacy, ou plutôt illiteracy, vous verrez, et le QA vortex. Je vais zoomer sur chacun d'eux et je vais vous montrer les solutions qu'on a mises en œuvre pour remédier à ces problèmes-là. Le premier, the knowledge gap. Donc, comme je le disais plus tôt, Malte, c'est une marketplace. D'un côté, on a des freelances, de l'autre, on a des clients, des entreprises. On connaît hyper bien nos freelances parce que c'est une communauté qui est très engagée, toujours partant pour participer aux user interviews, aux user tests. On a même la chance d'avoir un espace de coworking pour les freelances dans les bureaux de Malte, ce qui fait qu'on peut descendre avec nos protos dans l'espace de coworking et là, on les met entre les mains des free et on peut leur poser des questions. Ils sont toujours partants pour participer. Donc génial. On connaît trop bien nos freelances. Enfin, pas trop bien, on ne connaît jamais trop des utilisateurs. On connaît très bien nos freelances. Par contre, côté client, ce n'est pas du tout la même chose. Nos clients, en particulier ceux dans les grands comptes, ne sont pas disponibles, très peu partants du coup pour participer à la user research, au user test, et donc on les connaît moins bien. L'idée, c'est de résoudre ce problème. Comment? Plusieurs solutions. La première qu'on a mise en place, c'est un user research repository augmenté. La première question que je pose toujours en user research, quand on commence un nouveau projet, c'est qu'est-ce qu'on sait déjà sur le sujet? Et souvent, dans nos organisations, on a déjà fait des projets de user research par le passé. Là, l'idée, c'est vraiment
de mobiliser cette matière, de l'utiliser et de facilement la retrouver. Comment? J'ai créé un agent User Researcher dans Dust qui est plugué à notre User Research Repository dans Notion et on peut directement chatter avec cette base de précédents projets d'User Research. Donc vous voyez, ce qui est généré, c'est en fait une sorte de report avec les key learnings, des verbatims qui permettent d'illustrer les learnings et surtout, très important, un lien vers les transcripts d'entretien qui ont été utilisés par l'agent. Ça, c'est la première solution, mais ce n'est pas assez parce que je vous disais qu'on a du mal à recruter les clients. Donc même si on a quelques entretiens avec des clients, on a besoin de rencontrer davantage ces clients-là. Et comment faire? On a convaincu les sales de nous donner accès à Mojo. Mojo, c'est quoi? C'est l'outil que les sales utilisent pour enregistrer les meetings avec les clients quand les clients sont d'accord. Et là-dedans, on a une mine d'or, 28 000 meetings clients enregistrés dans Mojo avec tous les transcripts, etc. Donc on y a accès désormais et on a identifié deux façons d'utiliser cette mine d'or. Une approche qu'on appelle plutôt pool, où là on va être proactif et en tant que designer, on se connecte dans Mojo et on va pouvoir utiliser leur fonctionnalité IA, qui est cet agent conversationnel, et directement poser des questions de la même façon qu'on le fait dans la User Research Repo à cette base de 28 000 meetings clients. Là encore, c'est super parce qu'on a key learning, verbatim et, très important, à nouveau, le lien vers la source pour pouvoir creuser plus en profondeur. Dans Mojo, on peut avoir une approche quali, comme je décris ici, mais aussi une approche quanti, parce qu'on va avoir une notion d'occurrence sur le nombre de fois où un feedback a été cité par des clients. Donc ça, en tant que user researcher, j'adore ce mix quali-quanti. L'autre chose qu'on a mis en place, c'est une approche push ou continuous discovery. Là, on a créé une automation entre Mojo et Dust Slack en utilisant N8N. Ce qui se passe, c'est que toutes les semaines, on reçoit un message Slack avec les hot topics du moment dans Mojo qui sont organisés par squad, encore une fois, verbatim et lien vers le call pour qu'on puisse creuser en profondeur et réécouter si nécessaire. Ça, c'est super parce que ça a donné l'idée à une autre designer de la team, Raja, de créer la même chose avec les tickets support. Donc on a cette matière qui arrive proactivement dans notre Slack toutes les semaines et qui nous aide à mieux comprendre les besoins de nos clients. La prochaine étape, ça va être de créer un super agent qui lie ces trois agents-là et qui nous permette vraiment, de manière plus efficace, de commencer nos projets de user research en rapport avec nos clients. C'était le premier problème. Deuxième problème, the prototype lag. Alors là, c'est le constat qu'on a un petit peu perdu le sens originel des prototypes. À la base, les prototypes dans un design process, c'est censé arriver tout au long du process dans le but de les mettre entre les mains des utilisateurs, d'apprendre et d'itérer. Sauf que quand on fait un proto dans Figma, et en particulier si on a envie qu'il soit réaliste, ça peut prendre du temps, ça peut être chronophage. Et donc du coup, on se retrouvait à faire les protos à la fin pour en fait un peu une validation finale. On avait totalement perdu le sens des protos. Donc là, les solutions, elles sont simples, bien sûr, avec AI Prototyping, Web Coding. Mais la question qui se pose, c'est quel outil utiliser pour nous, équipe design de Malte. Et c'est à ce moment-là qu'on peut réexploiter les explorations qui ont été faites en amont par les designers et nous aider à prendre ces décisions de manière plus rapide et plus focus sur les besoins de l'équipe design. La décision qu'on a prise à ce moment-là, ça a été de partir avec Figma Make. Pourquoi? Pour son intégration la plus forte avec le processus de design, très simple de faire des allers-retours entre Figma et Figma Make, et aussi pour la capacité de pouvoir plug la Design System Library en un seul clic. Troisième problème, de tech literacy, ou plutôt illiteracy, à savoir le fait que nous, en tant que designers, parfois, on n'a pas une connaissance hyper fine de la technique, de la techno, et notamment des contraintes tech. Et ça peut avoir pour conséquence vraiment des allers-retours design tech, notamment au moment du handover. Et quand ils sont trop nombreux, c'est source d'inefficience et aussi de friction. Donc notre volonté ici, ça a été de rapprocher les designers de la code base. Comment? En leur donnant accès au repository de Malte dans GitLab
et en installant Cursor sur leur ordinateur. En fait, ils utilisent Cursor en mode Ask. Finalement, ils peuvent directement chatter avec la codebase. Là, on est dans une phase de bêta. On l'a mis entre les mains de designers et de PM aussi. D'ailleurs, parenthèse, tout ce que je raconte, très centré design, vous allez voir, il y a pas mal de learnings qui peuvent fonctionner pour d'autres métiers, notamment PM, Tech, Data. Donc, on a cette phase de bêta avec des designers et des PM qui sont en train de chatter avec la codebase. Et les feedbacks sont très positifs. Ça fait 2 semaines à peu près que ça tourne. Le genre de questions qu'ils posent, c'est qu'est-ce qui trigger cet email? Map-moi tous les touchpoints entre les freelances et telle fonctionnalité, entre telle étape et telle étape du flow utilisateur. Quel est le plan de tracking qu'on a mis en place sur cette fonctionnalité ou sur cette page? Quelles sont les règles métiers qui sont intégrées dans telle fonctionnalité? Ou encore, comment fonctionne telle partie de l'algorithme? Donc vraiment beaucoup de questions qui sont posées. Et il y a même les PM sont encore plus friands que les designers finalement de cette solution. Et ils sont sur le point de tester un use case qui permettrait d'accélérer, voire d'automatiser la génération de product documentation. Et ce matin même, j'ai vu un autre message d'un PM qui disait « Trop cool, j'ai testé Cursor, je me suis servi de Figma MCP pour plug le Figma qui était ready to dev et Cursor a généré directement les tickets Jira pour mes techs, Epic et tickets associés. » Donc ça va être aussi un use case supplémentaire à creuser au cours des prochaines semaines. 4e problème, de QA Vortex. Alors juste en disant QA, j'ai des frissons. Là, c'est le paradoxe. Pour les petits UI bugs, le fait de les documenter et de les reporter dans un Jira, ça prend plus de temps que le temps nécessaire à le résoudre. Donc c'est absurde. Donc si vous avez bien suivi, juste avant, je vous ai dit, les designers ont accès à la codebase et ils ont Cursor installé sur leur ordinateur. OK, donc l'étape logique suivante, c'est qu'ils puissent directement fixer ces petits UI bugs dans la codebase. J'insiste sur le small UI bugs parce que l'enjeu, bien sûr, ici, notre damage control qui est hyper fort, c'est de ne pas créer une sorte d'inflation dans le nombre de reviews qui vont être poussées à nos devs ou une inflation dans le nombre de bêtises à corriger dans la codebase, finalement. Donc ça, c'est hyper important. On se concentre exclusivement sur le front et on parle vraiment de petites améliorations. Généralement, les tickets UI qui peuvent être des écarts entre le design et la prod, que les techs ne voient pas forcément, mais qui en fait ont de l'expérience d'un point de vue utilisateur, parce que c'est un ensemble de mini-frictions tout au long du journey qui vont impacter l'expérience utilisateur. Souvent, c'est des tickets qui ne sont jamais priorisés, ou alors on galère à faire prioriser. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faciliter le fait de les résoudre. Donc comme je vous disais, les designers ont accès à la codebase, ils ont Cursor en mode Ask, donc trop simple. On bascule du mode Ask dans Cursor au mode agent, et ils peuvent fixer directement le code. Bon, c'est pas aussi simple que ça. La réalité, c'est qu'il faut installer l'environnement dev sur les machines des designers, donc des non-tech. On a fait le test avec mon ordi, ça a pris en gros 1 semaine, pas mal de tickets support, donc ça scale pas. On était hyper contents parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est une autre solution. C'est Cursor Cloud Agent. C'est une solution qui semble un peu magique et particulièrement adaptée aux non-tech. C'est la même chose que Cursor, sauf que cette fois-ci, on est directement sur le web. Donc là, on utilise le cloud, on n'est pas en local. Et donc là, vous voyez, l'exemple que je donne, j'ai demandé à Cursor de changer la couleur d'un call to action, de passer de primary à secondary. J'ai juste eu à le prompter. Il a trouvé l'endroit dans la codebase, il a opéré le changement. Il ouvre un browser à droite, il me display le changement pour que je puisse confirmer que ça s'est bien passé. Il a créé une branche en faisant tout ça et j'ai juste à cliquer sur un bouton qui est Push PR. Il a préécrit le message dans GitLab et j'ai juste à l'envoyer et mes techs n'ont plus qu'à le review. Là encore, ça a l'air magique comme ça, mais comme chez Malt, on utilise GitLab et pas GitHub, le problème qu'on a ici, c'est que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir connecter notre repo Malt à Cursor Cloud Agent,
il faut avoir le plus haut niveau de droit dans GitLab. À savoir, il faut que je puisse push une PR, mais je dois avoir aussi le droit de l'accepter moi-même. Et ça, c'est un problème. Notre équipe Sécu nous a dit non, hors de question. Donc on ne peut finalement pas utiliser cette solution et on va devoir repartir sur l'exploration du local. Je passe un peu de temps dessus pour vous montrer que toutes les premières solutions que je vous ai présentées, elles ont été hyper simples à mettre en œuvre. Celle-ci, elle est un peu plus complexe. Ce qui est clé, c'est vraiment d'avoir une équipe tech qui est motivée et là, ouverte d'esprit, parce que quand même, on est en train de dire des non-tech vont toucher à la code base. Dans un premier temps, on a eu un peu des réactions de pushback, puis ensuite, on en a parlé et on s'est rendu compte, en effet, pour eux aussi, c'est quelque chose de positif, parce que encore une fois, ces petits tickets, ce n'est pas les tickets les plus fun à traiter en tant que tech. Et surtout, ce qui est clé aussi, c'est qu'on a le sponsorship de notre CTO, qui est vraiment derrière nous pour ça et qui pense que ça va être le futur. Donc on est en train de bosser à fond là-dessus et je pense que d'ici quelques semaines, ça va être réglé, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce que je vous ai montré là, c'est les 4 problèmes principaux et les solutions avec lesquelles on a décidé d'avancer. Mais ce qu'on a fait aussi suite à la user research, ça a été vraiment de loguer dans un backlog tous les problèmes qu'on avait identifiés. Et ça nous a permis ensuite de créer une roadmap de comment est-ce qu'on intègre l'IA dans le design process de Malte, dans le but de vraiment supercharge ce design process avec l'IA. Donc là, il y a juste quelques lignes, mais il y en a encore d'autres. On a mis un niveau de priorisation et on les a positionnés dans le temps. Et du coup, ce que ça montre, c'est que le fait d'avoir une approche organisée de l'exploration, de comment on intègre l'IA dans un workflow, ça permet de définir une stratégie globale avec des solutions qui sont cohérentes entre elles. C'est ce que je vous ai montré avec la solution 3 et 4. En fait, la solution 4, Cursor en mode agent, c'est une itération de Cursor en mode Ask. Ou encore, ce que je montrais plus tôt avec la partie User Research, où on crée des agents, puis ensuite on crée un super agent qui va se plugger aux différents agents. L'autre chose que ça permet, c'est aussi de rapidement évaluer le potentiel d'un nouvel outil pour mon équipe. Donc maintenant, quand je vais sur LinkedIn, j'ai plus ce stress ou cette AI fatigue. Je vois un nouvel outil, je suis au clair avec les problèmes de mon équipe, les besoins de mon équipe, et je peux rapidement, en un coup d'œil, décider si oui, ça vaut le coup d'explorer de manière complémentaire pour Malte, ou non, ce n'est pas pertinent pour nous. Donc pour conclure, en traitant notre workflow d'équipe comme un produit, on est passé d'être distrait par l'IA à être empowered par l'IA. Et si vous devez retenir une phrase, c'est que l'exploration sans structure, c'est du bruit. C'est pas parce que c'est de l'IA qu'on doit oublier nos façons de faire, c'est pas parce que c'est de l'IA qu'on doit oublier notre méthode produit. Okay, c'est vraiment toujours les mêmes principes et de manière un peu plus accélérée, mais on peut vraiment se baser sur cette méthode pour identifier les vrais problèmes à résoudre, ainsi trouver les meilleures solutions, puis tester et itérer. Donc mon conseil pour vous, c'est de traiter votre workflow d'équipe comme un produit. Encore une fois, là j'ai parlé de workflow design, mais en fait, vous le voyez, ça s'applique aussi bien au PM, tech, data, vraiment d'avoir cette approche-là, de finalement mener cette user research au sein de votre équipe. Donc comment le faire? Parler avec les membres de votre équipe, mener des guérillas, user interview, mapper ensemble votre workflow, lister les frictions, venez les positionner sur ce journey, prioriser les problèmes où vous pensez que l'IA va apporter le plus de valeur, créer une roadmap à partir de ça, bench, test, learn. Merci.